Merci, mon cher confrère, pour cette introduction. Vous aurez compris que le professeur Tello est mon confrère à l'Académie royale de Belgique, mais aussi le complice dans l'organisation de ce cycle de conférences sur les questions institutionnelles européennes, les questions de politique européenne, sur la semaine passée, cette semaine et la semaine prochaine. Nous avons un cycle de 5 conférences et celle-ci est l'une d'entre elles et une autre a été donnée cette semaine par le professeur Tello. Donc merci d'avoir fait cette introduction. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était d'essayer de distinguer dans le fonctionnement du Conseil européen depuis le traité de Lisbonne, ce qui est une contrainte ou des contraintes politiques qui s'imposent à tous les successeurs, donc à Van Rompuy et à Donald Tusk aujourd'hui, et ce qui relève du choix personnel ou du tempérament de chacun. C'est comme ça qu'on peut essayer peut-être de voir, puisque la fonction de président permanent du Conseil européen est récente, qu'elle date de 5 ans, nous n'avons qu'un exemple sur lequel nous commençons à avoir un peu de recul, c'est les quinquennats de M. Van Rompuy, et un autre quinquennat qui a commencé en décembre et sur lequel nous n'avons aucun recul. Nous n'avons que 3 mois. Donc cet exercice qui essaye de regarder vers l'avenir est nécessairement assez subjectif quand on essaye de porter des jugements ou formuler des opinions sur l'actualité. On est forcément en partie dans le subjectif. Et vous verrez que j'utilise assez souvent le jeu, ce que je ne fais pas d'habitude, mais ici, on ne peut me donner que des opinions. Pour aborder ce sujet, c'est-à-dire pour voir l'évolution de la fonction de président du Conseil européen et donc du Conseil européen, il faut commencer par se mettre d'accord sur ce qui s'est passé depuis 5 ans, ce qui s'est passé sous le quinquennat pendant lequel M. Van Rompuy exerçait les fonctions de président du Conseil européen. Et le premier point que, pour ma part, je voudrais retenir, c'est que l'autorité de la fonction a été établie. M. Van Rompuy a établi ce que c'est que la fonction de président du Conseil européen. Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les observateurs, notamment dans les think tanks, et notamment moi-même, dans une étude qui a été publiée par Studia Diplomatica en 2010 et dont Marc Lepoivre se souviendrait, nous pensions, ou nous interrogions le point de savoir si le président du Conseil européen parviendrait à être un chairman ou parviendrait à être un vrai président, qui ne serait pas simplement un président de réunion, mais qui serait un leader. C'était une interrogation. Et nous avions émis, non pas des doutes, une interrogation sur cela. Et dans un livre que, vers ce même moment, est publié par Jean-Claude Piris, l'ancien directeur général du Conseil, qui est une autorité dans ce domaine, Jean-Claude Piris rappelait tous les compromis qui avaient dilué la proposition initiale de créer un puissant président du Conseil européen. Dans l'esprit de Giscard, un président présidentiel comme celui que connaît la Constitution française, et Jean-Claude Piris souligne combien tout avait été dilué par les compromis qui avaient été faits et qui avaient abouti dans le traité à définir les fonctions du président d'une manière assez vague et susceptible de diverses interprétations. Et cette interrogation venait d'un des meilleurs connaisseurs du traité de Lisbonne. Jean-Claude Piris est généralement crédité par la plupart d'entre nous comme ayant largement contribué à la rédaction du traité de Lisbonne après la crise qu'a connue le document constitutionnel de la Convention. Donc la réponse à cette interrogation, qui était assez générale à ce moment-là, a été assez rapidement donnée par Van Rompuy,
puisque en février 2010, il était à peine nommé depuis quelques semaines, il a convoqué le 11 février un Conseil européen qui, dans son esprit, devait s'occuper de la relance économique, qui était quand même un grand problème, et qui, en fait, comme beaucoup d'autres conseils européens, en fait, s'est occupé de la Grèce, ce qui est devenu malheureusement une habitude, mais une habitude nécessaire. Et il est intéressant de voir que, donc, quelques semaines après avoir été nommé, les chefs de gouvernement ont accepté qu'Herman Van Rompuy envoie une convocation, qu'ils sont venus et que la négociation a été conduite par le président nouvellement nommé. Elle a abouti à une déclaration qui avait été préparée par lui, qui disait que les États membres de la zone euro prendraient les mesures nécessaires pour préserver la stabilité financière de la zone dans son ensemble, ce qui était une affirmation qui n'était pas tout à fait évidente à l'époque, qui n'est même pas tout à fait évidente aujourd'hui. Et donc, cette première initiative de Van Rompuy a été un succès au sens de l'affirmation de l'autorité du président. Il était capable de convoquer, de gérer, de fixer l'agenda et de gérer la négociation et la conclusion d'un Conseil européen. Très vite aussi, il a été chargé de mettre en œuvre les décisions arrêtées par le Conseil européen. En mars 2010, donc il est là depuis à peine 4 mois, il a été chargé de mettre en place un groupe de travail qui devait présenter un cadre de résolution de la crise et une meilleure discipline budgétaire. Et nous savons que par les différents actes, internationaux qui ont été acceptés, dont parlait Mme Rodriguez la semaine dernière, ont effectivement renforcé la discipline budgétaire. En 2011, il est chargé de présider les réunions au sommet de la zone euro. Et ce n'était pas non plus tout à fait évident que le président du Conseil européen préside aussi les réunions du sommet de la zone euro. Et en 2012, il présente un document qui s'intitule « Vers une véritable union économique et monétaire », document qui est rédigé en collaboration avec le président de la Commission, le président de l'Eurogroupe et le président de la Banque centrale européenne. C'est un quatuor de personnes que nous retrouvons et sur lequel je reviendrai, qui s'établit comme le destinataire de mandats venant du Conseil européen sur les questions d'union économique et monétaire, et on pourrait multiplier ce genre d'exemples. Le fait est que le mandat de Herman Van Rompuy, les 5 années de sa présence, ont établi et ont consolidé la fonction du président du Conseil européen. Il maîtrise l'agenda, il conduit les négociations, il en contrôle les exécutions. Et comme il le signale lui-même, cet acquis résulte principalement de la permanence du poste. À cette époque-là, Van Rompuy écrit « Le temps est la matière première d'un homme politique ». Et il soulignait par là le fait que sa présence permanente à Bruxelles, il n'y avait pas de permanence du Conseil européen à Bruxelles, le temps qu'il avait lui permet de maîtriser les dossiers sont divers, il lui donne le temps de la négociation, il lui donne la capacité de raisonner sur le moyen terme, ce que n'est pas toujours le cas du groupe des chefs de gouvernement, et quand il parle, il n'est pas le simple reflet de la position momentanée d'une majorité de gouvernement, il a acquis une part d'autonomie. C'est ça, me semble-t-il, la conclusion qu'on peut tirer de son quinquennat, et les premières semaines de son successeur montre qu'il bénéficie de cet acquis. Il peut reprendre un train en marche qui a établi la fonction de président du Conseil européen. Tusk avait indiqué qu'il voulait avoir des conclusions courtes. Eh bien, le premier Conseil européen qu'il a présidé le 18 décembre, a abouti à une des conclusions les plus courtes que l'on connaisse du Conseil européen.
et elle porte sa marque. Il avait aussi dit qu'il voulait éviter les séances de nuit et en ayant eu connaissance de beaucoup de conseils européens, je trouvais que c'était assez ambitieux que de dire qu'on allait éviter les séances de nuit. Presque tous les conseils européens que j'ai connus se sont prolongés dans la nuit. Eh bien, le conseil du 18 décembre s'est terminé à 23 heures, ce qui, par l'échelle d'appréciation des réunions européennes, est extrêmement tôt. Donc, c'est une première réflexion que je voudrais laisser avec vous, c'est celle qui concerne cette fonction, la nature de cette fonction qui a été établie par le précédent Van Rompuy et que Tusk revient. Je voudrais faire une deuxième réflexion sur la visibilité de la fonction. Vous vous souviendrez sûrement de cette période juste avant la désignation de Van Rompuy, où il y avait une campagne menée notamment par la presse britannique, mais aussi par le gouvernement britannique, pour la désignation du premier président du Conseil européen. Et on parlait d'une personnalité de premier plan, connue dans le monde entier et capable d'arrêter le trafic à Tokyo et à Pékin et à Washington. Et on pensait, du côté britannique, bien sûr, à Tony Blair. Pour ma part, je dois dire que j'ai toujours peu vraisemblable que les principaux dirigeants européens qui avaient le choix de leur président placent délibérément à la tête du Conseil européen une personnalité flamboyante dont le rayonnement médiatique leur porterait de l'ombre. Dans mon expérience, ce n'est pas comme ça que fonctionne la politique. Présider le Conseil européen, c'est présider des personnalités fortes, dont chacune a un ego de bonne dimension, sinon il ne serait pas arrivé à ce poste, et tout titulaire, tout président désigné aurait couru à l'échec s'il avait essayé d'étendre son aura personnelle, son audience médiatique, au détriment des dirigeants nationaux. Ça n'aurait pas marché. En fait, les chefs de gouvernement ne cherchaient pas un concurrent, ils cherchaient un artisan de compromis, respecté, expérimenté, capable de mettre un peu d'ordre et de suivi et de cohérence dans les débats du Conseil européen qui en sont souvent, ou en étaient souvent dépourvus, capable ou plutôt doué pour mener vers le consensus, puisque le Conseil européen fonctionne par consensus, doué pour trouver le consensus entre les membres d'un groupe qui est fort diversifié. Et c'est une qualité traditionnellement requise pour les premiers ministres belges, pour les raisons que nous savons tous. Faire le consensus entre un groupe diversifié, c'est la tâche première d'un premier ministre belge. Et c'est donc Herman Van Rompuy qui a été nommé. Alors, ça n'aurait pas dû étonner les eurosceptiques britanniques qui parlaient de lui un peu plus tard en disant qu'il avait le charisme d'un chiffon mouillé. Je laisse cette appréciation à leur responsabilité, mais il avait cette capacité de créer le consensus dans un groupe diversifié. Mais ayant dit cela, c'est-à-dire qu'il était choisi pour ses qualités de faiseur de compromis, il fallait néanmoins trouver un équilibre sur la visibilité du président du Conseil européen. C'était bien entendu, il ne devait pas porter ombrage au chef de gouvernement. Mais d'un autre côté, il n'était pas question non plus qu'il disparaisse des écrans. Il fallait, pour une fonction de ce genre, pour avoir le poids et l'efficacité que requiert la fonction, il fallait une certaine audience dans les médias. Et donc c'est cet équilibre entre la nécessité de ne pas porter ombre et la nécessité d'être quand même présent sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Je crois que Van Rompuy a progressivement trouvé ce point d'équilibre. Il a été aidé par le ton modéré qui lui est naturel, mais ses interventions, notamment ses conférences de presse après les conseils européens, ont été suivies par la presse. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'il maîtrisait les dossiers,
et c'est souvent des dossiers qui sont techniquement complexes, notamment sur l'euro, qu'il connaissait les voies complexes qu'il avait fallu suivre pour aboutir à la conclusion auquel le Conseil européen avait abouti, et que par surcroît, c'est lui, président du Conseil européen, qui aurait à les faire appliquer. Donc, dans cette attitude vis-à-vis des médias, il n'y a aucune dimension spectaculaire, il n'y a pas d'éclat, ce qui est souvent le cas dans les conférences de presse après les Conseils européens, mais qu'il s'agissait de bien faire comprendre le débat et de bien faire se comprendre lui-même. Et il me semble que cette attitude, qui marque les 5 années de Van Rompuy, vont s'imposer pour une assez large part aussi à son successeur. Chacun a son tempérament, chacun a son style, chacun a sa manière de faire, et celles de Van Rompuy et de Donald Tusk ne sont pas vraiment similaires, mais les exigences contradictoires que je viens d'indiquer ont une dimension permanente dans la fonction. Il y a une marge de manœuvre, mais la réalité politique et l'intérêt de tous les participants, y compris les présidents successifs, limite l'ampleur de cette différence. La visibilité de Donald Tusk sera similaire, à mes yeux, à celle de son prédécesseur. Et ces deux réflexions préliminaires sur la nature de la fonction et sur sa visibilité font parmi, à mes yeux, de ces constantes qui s'imposent et qui s'imposeront à tous les successeurs, à vue d'homme, aux successeurs dans cette fonction. Alors, je voudrais aborder maintenant les sujets qu'ont traités le Conseil européen au cours du quinquennat de Van Rompuy et ceux dont on peut estimer ou penser qu'elles seront à l'avant-plan dans les 5 années qui viennent. Alors, il faut évidemment partir de la constatation que le Conseil européen a une compétence large sur toutes les activités de l'Union. D'après le traité, il doit donner les impulsions nécessaires à son développement et en définir les orientations et les priorités politiques générales. On ne peut pas donner un mandat plus général, un peu vague, mais franchement très général. Mais dans la réalité, on a pu identifier au cours des dernières années la prédominance de 2 sujets majeurs dans les débats du Conseil européen qui ont mobilisé leur attention. D'une part, c'est l'euro, et d'autre part, ce sont les relations extérieures. Et ce n'est pas par hasard que les 2 conférences qui précèdent celle-ci traitaient l'une par le professeur Tello des relations extérieures et l'autre par Madame Rodriguez de l'euro. Ce sont en réalité les 2 thèmes qui ont prédominé dans les débats du Conseil européen. Le premier conseil présidé par Van Rompuy en 2010 était, je l'ai indiqué, dominé par la crise grecque, et le dernier Conseil européen de Van Rompuy en novembre a été dominé par la crise grecque. Donc il y a une permanence, on peut d'ailleurs le regretter, mais il y a une permanence dans les sujets. Il a écrit lui-même qu'il avait passé ces 5 années au chevet de l'euro. Au chevet de l'euro. De sommet de crise en sommet de crise, dit-il, nous étions en train de réécrire les règles de base de l'union monétaire. Et il faut reconnaître que ce problème, important, ardu, difficile, psychologiquement explosif et politiquement explosif, a absorbé l'essentiel des énergies des chefs de gouvernement au cours de ces années, créant d'ailleurs implicitement le danger d'une tension entre les pays qui étaient membres de la zone euro et ceux qui n'en étaient pas. Et
on se souvient, ou il faut se souvenir, qu'en 2008, quand on a proposé pour la première fois que les pays de la zone euro se réunissent au sommet, cette perspective a été écartée parce qu'elle a paru comme, tant de nature, à diviser. Et puis la réalité politique l'a imposé, et aujourd'hui les sommets de la zone euro, présidés par Van Rompuy, sont maintenant assez acceptés et assez courants. Et je crois qu'il est extrêmement heureux qu'il ait été chargé à l'époque de présider non seulement le Conseil européen, mais aussi les sommets de l'euro, et il est très heureux également, ce qui n'était pas du tout évident, que son successeur, qui vient d'un pays qui n'est pas membre de l'euro, préside également cette réunion du sommet de la zone euro. Et on pouvait espérer, peut-être il y a 6 mois ou peut-être il y a 1 an, on pouvait penser que la crise de la zone euro allait tout de même en s'améliorant et que une présidence nouvelle, moins pressée par l'urgence monétaire, pourrait élargir le champ de ses préoccupations. Et je pense que c'était, et c'est toujours l'espoir de Donald Tusk, et je pense un des motifs de sa désignation, notamment la pression de la dimension extérieure et en particulier la pression de la dimension extérieure à la frontière orientale de l'Union entre dans les motifs qui ont amené la désignation du Premier ministre de Pologne comme président permanent du Conseil européen. Alors, nous savons que la crise d'euro n'est pas achevée et je suis très persuadé que le nouveau président devra s'en occuper. Mais il faut quand même indiquer que le contexte a un peu changé. D'une part, je viens de le signaler, M. Tusk ne connaît la zone euro que de l'extérieur, ça c'est un des pôles. Et sur l'autre pôle, à la présidence de la Commission, M. Juncker, vous avez peut-être le seul, dans mon souvenir, le seul homme politique en activité qui a connu la saga de l'euro depuis le début. M. Juncker était à Maastricht il y a 20 ans. Et il n'y a pas d'autre homme politique avec la capacité de survie considérable qu'il a, et il était jeune, plus jeune à l'époque, est maintenant aux affaires dans une crise de l'euro qu'il a contribué à créer. Pas la crise, mais l'euro. Donc, il a longtemps présidé l'Eurogroupe. Donc, c'est ça que j'indique quand il y a un changement de contexte, et je signale à ce propos un simple détail auquel je n'attache pas trop d'importance, mais que je voulais quand même signaler. Le Conseil européen du 18 décembre, donc le dernier Conseil européen, le premier présidé par Tusk, a demandé à M. Tusk de préparer, il a demandé qu'on lui présente au Conseil européen, en juin prochain, un rapport sur le fonctionnement de l'Union économique et monétaire. Et ce mandat a été donné au président de la Commission en collaboration avec le président du sommet de la zone euro, le président du sommet de la zone euro, c'est M. Tusk, le président de l'Eurogroupe, M. Dijsselstein, et le président de la Banque centrale européenne. Alors c'est le quatuor que je signalais il y a un instant et que nous connaissons. En 2010, en 2011, en 2012, c'est le même quatuor qui a établi des rapports sur l'union économique et monétaire. Mais sous le quinquennat précédent, chacun des groupes qui étaient chargés d'élaborer ces rapports était présidé par le président du Conseil européen. Et dans le mandat du Conseil européen du 18 décembre, c'est le président de la Commission qui est chargé de présider ce groupe. Alors, vous pouvez dire, et j'ai des amis qui disent, que ça relève de la kremlinologie et que cette différence peut être due simplement à la période de transition que connaissaient les institutions à ce moment-là, et je ne veux pas y attacher trop d'importance, mais je voulais quand même le signaler. On peut interpréter ce fait comme indiquant une indication préliminaire sur le fait que le président du Conseil européen pourrait laisser le leadership dans les matières économiques et monétaires
à M. Juncker, qui est vraiment un des grands experts en ce domaine, et que peut-être le président du Conseil européen s'attacherait plutôt à une dimension extérieure. Il est beaucoup trop tôt pour en décider, mais enfin, on peut au moins se poser la question, et la solution viendra d'elle-même dans les mois et les années qui viennent. Il y a aussi un certain changement d'accent dans le domaine des relations extérieures, dont le professeur Tello a abondamment et de manière très compétente parlé. Herman Van Rompuy, comme on l'a indiqué, s'est occupé pendant son mandat en grande partie des questions internes à l'Union et en particulier de l'euro. Il a bien sûr participé à un grand nombre de réunions internationales, notamment au niveau du G20. Il a convoqué un Conseil européen sur le sort de la Libye, et les décisions ne sont pas nécessairement le plus grand succès des décisions du Conseil européen. Il a suivi de près le développement de la crise en Ukraine, bien sûr. Mais quand Van Rompuy évoque, à la fin de son mandat, devant ses collègues, au dernier Conseil européen, il insiste, il fait un exposé très bref, et le centre de son exposé, c'est la zone euro. C'est, à ses yeux, apparemment, et je pense véritablement, le cœur de son bilan. Ce n'est pas tout à fait le cas des premières déclarations du nouveau président du Conseil européen, qui, au centre de son programme, place les relations extérieures. Quand il parle pour la première fois devant le Conseil européen au mois de décembre, quand il parle pour la première fois au Parlement européen en janvier, il retient 2 priorités, dont l'Ukraine, et il parle des menaces intérieures et extérieures que connaît l'Union. Le mot menace intérieure et extérieure n'est pas un terme couramment utilisé dans le vocabulaire traditionnel de l'Union, qui est un civil Macht, comme le rappelait le professeur Tello, et qui aime baigner dans une atmosphère consensuelle. C'est assez marquant que M. Tusk ait utilisé ces termes clairs et dont on comprend la justification, mais il indique, ce qui est assez naturel, qu'il est préoccupé peut-être plus encore que d'autres par ce qui est en fait l'émergence d'une guerre civile et peut-être d'une invasion à notre frontière orientale. Alors, si même M. Tusk a cette ambition de centrer son action plus sur les relations extérieures, il faut toujours se souvenir, comme le notait Harold Macmillan, que ce qui est important, ce sont les events, qui dominent l'ordre du jour. Et je suis prêt à croire que le nouveau président du Conseil européen pourrait être tenté de laisser une certaine primauté au président de la Commission sur les questions économiques et monétaires, mais qu'il voudra porter beaucoup d'intérêt à la dimension extérieure avec une vigilance particulière sur l'Europe occidentale. Donc voilà sur les sujets qui sont au centre de l'activité du Conseil européen, une légère différence d'accent, une légère différence de contexte entre la situation qui existait au moment où Van Rompuy commençait son mandat et celui où Tusk débute le sien. Je voudrais alors à ce stade dire quelques réflexions sur les méthodes, sur la façon d'opérer du président du Conseil européen. Lorsqu'il parlait à Sciences Po à Paris en novembre, Van Rompuy a fait un discours qui a été compris au moins comme un bilan à ses yeux de son mandat, et il a dit qu'à ses yeux, la responsabilité particulière
d'un président du Conseil européen est d'agir comme gardien de la confiance. Gardien de la confiance entre les différents acteurs. Et il mentionne spécifiquement la confiance entre les pays, bien sûr, la confiance entre les institutions, elle n'est pas toujours évidente dans le monde européen, et la confiance entre les différents acteurs, les différentes personnes qui siègent au Conseil européen. Et il estime, semble-t-il, qu'il a pu donner de la substance aux compétences très générales qu'il héritait du traité de Lisbonne. Il a pu donner de la substance en créant la confiance entre ces entités, confiance qu'il a contribué à établir et confiance qu'il a su inspirer. Et je crois que c'est une approche intéressante, qu'elle soit formulée par lui-même, par le président du Conseil européen, sur sa propre action. Il faut alors d'abord peut-être commencer par un rappel historique. L'idée de nommer un président permanent du Conseil européen a été formulée au cours de la Convention qui se tenait à Bruxelles en 2003 et qui négociait un traité qu'on espérait devenir constitutionnel. Et c'est dans cette Convention qu'on a fait cette proposition qui a été connue un temps sous le nom de proposition ABC parce qu'elle avait été formulée initialement par Aznar, Blair et Chirac, représentants de 3 grands pays, et avec le soutien manifeste et audible du président de la Convention qui était Giscard. Elle a été, cette proposition, immédiatement combattue par les représentants de pays plus petits, et notamment par les pays du Benelux qui ont rédigé un mémorandum commun pas seulement sur ce sujet-là, mais aussi sur ce sujet-là, dans lequel ils ont déclaré qu'ils n'accepteraient jamais cette proposition. Et je me rappelle, à cette époque, j'étais déjà à la retraite, et j'ai rappelé à mes collègues plus jeunes qu'un diplomate ne dit jamais, jamais. Et effectivement, comme on sait, les 3 pays du Benelux, après avoir dit qu'ils n'accepteraient jamais, ont accepté cette proposition dans un ensemble. Et d'ailleurs, ils avaient parfaitement raison. Ils ont été imprudents d'utiliser le mot « jamais ». Ce qui est intéressant, c'est que cette position des pays du Benelux a été soutenue par un grand nombre d'autres pays de taille similaire, notamment en Europe orientale. C'est un moment où vraiment le Benelux était non seulement composé de 3 pays, mais constituait en réalité un bloc assez solidaire de plus d'une douzaine de pays de taille petite ou moyenne qui, dans la Convention, adoptaient des positions similaires. Et la crainte que les pays du Benelux avaient, et qui était partagée par d'autres, était que ce président permanent qu'on voulait désigner soit l'instrument d'un renforcement de l'intergouvernemental, crainte traditionnelle des pays du Benelux, et un renforcement l'instrument d'un renforcement du pouvoir des grands États dans le débat du Conseil européen. Et c'est intéressant de voir qu'on retrouvait là des préoccupations qui existaient 30 ans avant. Au moment où on a créé le Conseil européen en 1974, les pays du Benelux craignaient l'intergouvernemental et craignaient le directoire. Et en 2003, 30 ans après, ils s'opposaient à cette réunion parce qu'ils avaient peur du directoire et qu'ils avaient peur de la dérive intergouvernementale. Et ceci simplement pour dire qu'il y avait une espèce de tradition de méfiance à l'égard de ce poste, qu'il avait été accepté vers la fin de la Convention dans un paquet d'ensemble, mais qu'au moment où M. Van Rompuy était nommé à son poste en 2010, il prend ce poste sous un certain nuage de méfiance, pas à l'égard de la personne, à l'égard du poste, dans le chef des plus petits pays. Alors, le fait que Van Rompuy soit belge, soit connu comme
pour ses convictions européennes, pour ses convictions communautaires, a rassuré. Et ça a peut-être même contribué à son choix. Mais il faut bien voir que la confiance sur ce poste entre pays membres n'était pas du tout évidente, n'allait pas de soi au départ. Herman Van Rompuy était évidemment conscient de ces craintes qu'il pouvait exister, et on note qu'il a fait un effort particulier pour rassurer les pays de moindre taille. Il a souligné dans ce même discours à Sciences Po qu'il avait tenu à rendre visite chaque année dans leur capitale, à chacun des membres du Conseil européen. Je rappelle qu'ils sont 28. Alors, vu de loin, ça peut paraître évident. On va voir les participants tous les ans, 2 fois dans leur capitale. Mais quand on est à peu près tous les jours dans la presse de négociation, dans les réunions, dans des divergences à plénir, des déplacements, des réceptions, la vie d'un président du Conseil européen a un agenda assez chargé. Et il faut beaucoup de volonté et une bonne organisation et un propos délibéré pour aller rendre visite à chacun sans avoir un problème particulier à traiter, sans avoir des décisions urgentes à prendre, mais simplement pour montrer à chacun qu'il est important, qu'il est là, personne n'est ignoré. Dans le contexte des sécuritaires de l'OTAN, on parlait de confidence building measures. Van Rompuy a fait des confidence building measures dans son mandat. Et il y a un exemple récent qui montre l'importance de cette préoccupation, c'est la réaction du gouvernement grec. Le nouveau gouvernement grec, à peine élu, quelques heures après d'avoir été élu, a protesté parce qu'il accusait le Conseil européen d'avoir renforcé les sanctions contre la Russie sans que le nouveau gouvernement grec ait été suffisamment consulté et écouté sur ce point. Alors, je laisse de côté la question de savoir si le gouvernement grec était tout à fait sincère et transparent. Je laisse de côté la question de savoir si sa préoccupation était vraiment le fait qu'il n'ait pas été tellement consulté ou simplement la volonté de faire passer un message politique tant vis-à-vis de l'Union européenne que vis-à-vis de la Russie. Mais je laisse ces motifs de côté. L'incident montre avec quelle rapidité et quelle résonance peut surgir dans une capitale le reproche de ne pas avoir été associé tout à fait à les décisions, d'avoir été un peu écarté ou d'avoir été ignoré. Ça vient très vite. Et c'est une des responsabilités, à mon avis, importantes du président du Conseil européen de veiller à ce point. Le parcours politique personnel de Van Rompuy créait sans doute une sensibilité particulière à l'égard des petits pays, puisqu'il en venait. M. Tusk n'a pas les mêmes raisons de partager cette sensibilité. Il vient d'un pays qui est grand, et peut-être surtout qui se considère comme grand, et qui a donc nécessairement une sensibilité un peu différente. Mais j'espère quand même qu'il reconnaîtra sur ce point la pertinence de la pratique de son prédécesseur. Si ces précautions n'avaient pas été prises, on n'aurait pas eu ce climat consensuel qui a quand même, très heureusement, marqué les 5 années de mandat de Van Rompuy. Elles tiennent en partie à ces précautions sur la relation entre grands et petits pays. Et il y a un autre clivage potentiel entre les États membres qui est celui qui assez naturellement existe entre les pays qui sont membres de la zone euro et ceux qui ne sont pas. Et on sait que la crise de l'euro et les mesures très importantes qu'il a fallu prendre pour y faire face, et que énumérait Mme Rodriguez l'autre jour, cela a monopolisé l'attention du Conseil européen, a pu susciter des appréhensions dans le chef des pays qui n'étaient pas membres de la zone euro et qui se demandaient quelles décisions allaient être prises, sinon en leur absence, au moins sans leur participation.
Van Rompuy a dit que la monnaie commune était devenue, à côté du marché intérieur, le deuxième cœur de l'Union. Je me suis toujours demandé si c'était un avantage d'avoir deux cœurs. Je ne suis pas entièrement convaincu, mais Van Rompuy le percevait plutôt comme un renforcement. Mais ceux qui ne participent pas à l'activité du deuxième cœur peuvent se poser des questions. Je pense que le Conseil européen, sous l'impulsion de Van Rompuy, a veillé à écarter ce danger qui existait de tension entre les deux groupes d'États, notamment en associant, chaque fois qu'il le voulait, au débat monétaire les pays qui n'étaient pas membres de la zone euro, y compris la Grande-Bretagne qui ne voulait pas en faire partie et qui a même essayé à un moment donné de bloquer des décisions à prendre. Je crois que le fait que tant Van Rompuy que Tusk soient présidents des sommets de la zone euro, de ce point de vue-là, est une décision politique sage et elle permet d'assurer une bonne coordination. Et on peut croire, et en tout cas il faut espérer, que le nouveau président du Conseil européen, qui est originaire d'un pays qui n'est pas membre de la zone euro, mais qui souhaite politiquement en faire partie un jour, saura bien percevoir les soucis de ceux qui n'en sont pas et veillera à apaiser les craintes qu'ils peuvent avoir. Un mot ensuite sur la confiance entre les institutions. On voit que le président du Conseil européen est un artisan de confiance dans les groupes entre pays. Il est aussi, je pense, un artisan de confiance dans les relations entre les institutions. Alors on pourrait croire, un esprit simple, mais il ne faut pas avoir un esprit simple quand on s'occupe d'affaires européennes, on pourrait croire qu'un esprit simple dirait que les rapports entre les institutions sont réglés par le traité. C'est finalement le rôle d'un traité de ce type d'organiser les relations entre les institutions. Mais s'agissant de l'Union, et s'agissant en particulier du traité de Lisbonne, les indications sont vagues et générales, et en particulier pour la présidence du Conseil européen, comme le signalait bien le professeur Tello. La description des compétences d'Ivan Rompuy est squelettique. De nouveau, je reviens aux réflexions des think tanks européens à moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 2010, on mettait en lumière le risque significatif de conflit entre le président du Conseil européen et le président de la Commission, ou entre le président du Conseil européen et le haut représentant. Il y a dans Studia Diplomatica de 2010 une étude à laquelle j'ai participé et dont je partage les conclusions, et donc je partageais les inquiétudes. Il y avait des doutes. Dans la réalité, les relations entre ces personnalités au cours des 5 dernières années ont été non conflictuelles. Les relations entre le président du Conseil européen et le président de la Commission ont été assez étroites. On sait, c'était supposé être un secret, mais que tout le monde savait, ils prenaient le petit déjeuner tous les lundis matins ensemble. Ça n'a l'air de rien, mais le fait de se parler chaque semaine en tête-à-tête ou avec très peu de collaborateurs sur les sujets du moment crée une dynamique de coordination qui est importante. Le partage des compétences avec Mme Ashton n'a pas fait problème. Des esprits chagrins diraient que c'est peut-être à cause de la personnalité de Mme Ashton, mais je laisse ce point de côté. On a vu aussi, il n'y a pas eu de conflit de personnes, et chaque fois que le Conseil européen, comme je le signalais, a donné un mandat au président du Conseil européen de faire un rapport, ou de faire c'est le plus souvent le président du Conseil européen qui a insisté qu'on y associe le président de la Commission, qui à un moment donné n'était pas très populaire auprès de certains chefs de gouvernement, qui a demandé que soient associés la Banque et le président de l'Eurogroupe. Et je crois que cette attitude du président du Conseil européen venait probablement de son tempérament qui est plutôt consensuel qu'agressif,
de son respect pour les institutions communautaires. Il ne voulait pas apparaître comme un instrument de l'intergouvernementalisation de l'Europe, mais il y a aussi une nécessité technique. Partagée. Le président de la Commission a le plus grand intérêt à être au moins associé avec le débat sur les questions économiques et monétaires au niveau du Conseil européen, et le président du Conseil européen n'a pas d'administration. Il a quelques collaborateurs, or il a pour mandat de rédiger des rapports sur des problèmes techniques et compliqués sur lesquels la Commission, elle, a des centaines de fonctionnaires, et dont certains sont même compétents. Donc il y a toute une structure et je dirais une nécessité réciproque, en dehors du tempérament des uns et des autres, il y avait une nécessité technique de coopération parce qu'il n'aurait pas été possible pour le président du Conseil européen, sans l'apport technique des services de la Commission, de rédiger des rapports de 50 ou 60 pages sur les problèmes de l'union économique et monétaire, de l'union bancaire, de la supervision des banques, sur lequel aussi la Banque européenne avait beaucoup à dire. Donc il y a eu là un propos délibéré de bonne entente entre les hommes, entre les institutions, Commission et Conseil européen, présidence de la Commission, présidence du Conseil européen. Et je pense que les premières indications sont que les deux nouveaux titulaires, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, ont l'intention, la volonté de partager cette approche. Il faut dire ici un mot sur les relations avec le Parlement européen. Parce que si tout baigne dans la relation, au moins en apparence, entre le Conseil européen et la Commission, les relations avec le Parlement européen sont moins commodes. Nous savons tous que tous les traités européens, chacun des traités européens auxquels j'ai été associé, ont renforcé le Parlement européen, les pouvoirs du Parlement. Il a acquis la capacité de codécision en législative. Il a considérablement accru son pouvoir envers la Commission, notamment tout récemment par la procédure qu'on appelle les Spitzenkandidaten, la désignation des candidats présidents de la Commission par le Parlement européen. C'est un acte de pouvoir considérable. Le Parlement européen a donc établi sa position vis-à-vis du Conseil par la codécision législative. Il a établi sa position de force par rapport à la Commission par le rôle du Parlement dans la désignation de la Commission. Avec le Conseil européen, ça a été plus difficile. Pour le Parlement, le Conseil européen a été longtemps vu comme une espèce d'excroissance intergouvernementale suspecte, puisque menaçant la tradition, la méthode communautaire, et il y a toujours eu un niveau relativement élevé d'insatisfaction dans cette relation dans le chef du Parlement. Alors c'est vrai que depuis 25 ans, le président du Parlement européen vient faire un exposé au Conseil européen lors du début de chaque séance. Il est admis aussi depuis un peu moins longtemps que le président du Conseil européen va, après coup, parler à la plénière du Parlement européen des délibérations du Conseil européen, mais ces deux exercices sont perçus dans le milieu parlementaire européen comme de simples formalités. Elles ne touchent pas au rapport de force entre les institutions. C'est tout à fait vrai. Le rapport de force entre les institutions est de nature courtoise, mais il n'est pas de nature politique dans les rapports entre ces deux institutions. Depuis que, par le traité de Lisbonne, le Conseil européen est devenu une institution, le Parlement aurait voulu aller plus loin. Il aurait voulu notamment que le président du Conseil européen ne passe pas une communication explicative sur le débat sur des conseils européens, mais qu'il vienne rendre compte, ce qui est assez différent. M. Schulz, je crois, dans un moment d'imagination excessive,
a même proposé que le président du Parlement européen participe aux séances du Conseil européen. Il faut dire que dans aucun législatif d'aucun de nos pays, le président du législatif ne siège au gouvernement. Donc ça paraissait quand même un peu excessif et ça a été rejeté. C'est contraire au traité et ce n'est pas accepté par les États membres. Et ça, on peut être assez convaincu que ça ne va pas changer facilement. Sur ce point-là, les chefs de gouvernement sont assez déterminés. Je ne crois pas qu'il n'y a aucune marge. Je crois en particulier qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans les relations entre le président du Conseil européen et les commissions du Parlement. Pour l'instant, le président vient en plénière. Il y aurait, quand le Conseil européen s'occupe d'un sujet très spécifique, il pourrait peut-être aller expliquer plus en détail dans la commission. Mais la marge est très étroite. Et le fait est que les chefs de gouvernement ne veulent pas tomber, même en apparence, sous l'influence du Parlement européen. Pour une large part, les reproches du Parlement à l'égard du gouvernement, du Conseil européen, c'est son caractère intergouvernemental. Et j'ai déjà dit ailleurs, notamment l'année dernière, ou il y a 2 ans, dans cette même enceinte, que je crois que ce débat a beaucoup vieilli et qu'il y a énormément d'ambiguïté dans ce débat, que le caractère intergouvernemental d'un président permanent qui ne dépend d'aucun gouvernement spécifique n'est pas tout à fait aussi intergouvernemental qu'on ne le dit. Et je dirais aussi qu'il est arrivé à la Commission de ne pas être aussi communautaire que les traités le prévoyaient. Il ne faut pas utiliser des formules trop simples pour essayer de réduire ce débat institutionnel. Donc, je reviens sur la confiance, sur ce fait qu'il se considère comme un confidence building measure, comme un confidence builder. Il va de soi, évidemment, que toute diplomatie, toute gestion d'un groupe, toute politique suppose l'établissement de relations personnelles de confiance, sinon ça ne fonctionne pas. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que dans ce cas-ci, il me semble que dans le chef de Van Rompuy, ce n'a pas été simplement une obligation naturelle, c'est un système. La confiance a été érigée en système par Van Rompuy. Et cette confiance a été l'instrument principal du président, dont les compétences étaient mal définies et qui opère toujours dans une structure basée sur le consensus. Pour Van Rompuy, n'est pas simplement un devoir naturel, c'est un instrument d'opérer dans cette structure. Et donc, je crois que c'est aussi une des contraintes auxquelles sont soumis le fonctionnement de la Commission et que je viens d'esquisser et qui, je crois, s'imposera aux différents titulaires. Je voudrais conclure en disant que le président Van Rompuy indiquait aussi dans un interview à Notre Europe qu'il espérait que son successeur aurait une plus grande visibilité internationale. Et il parlait de ça au milieu de 2013, à une époque où le gouvernement grec ne posait pas les problèmes qu'il pose aujourd'hui. Et il constatait que la modification de l'environnement diplomatique allait un peu dans ce sens. Je crois que les Européens sont en train de découvrir, ils n'ont pas encore tous tout à fait découvert, mais ils sont en train de découvrir, avec quelques surprises, que le pouvoir exercé sans partage à Moscou par M. Poutine considère l'Union comme une ennemie. Ce mot est régulièrement utilisé en Russie. L'Union n'était pas du tout habituée à avoir des ennemis. L'Union baignait dans la confiance générale, dans le consensus, dans la puissance civile, dans le compromis. Et je pense que l'émergence à notre frontière d'une puissance qui nous considère comme ennemis est une découverte qui, j'espère, aura des conséquences dans la psychologie politique de nos pays, mais qui était
pas du tout présente il y a 5 ans, quand Van Rompuy est devenu président du Conseil européen. Et je crois que ce changement dans le contexte, le fait que le quinquennat de Van Rompuy a été dominé par la crise de l'euro, permet de croire que son successeur devra beaucoup plus s'occuper des frontières, et notamment de la frontière orientale, à laquelle un dirigeant polonais par nature porte un intérêt considérable. Ça pourrait être ce changement dans la continuité que j'ai essayé d'esquisser. Un mot de prudence pour finir. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour porter un jugement sur le changement. Il y a quelques indices que je trouve positifs de continuité, quelques indices qui me paraissent clairs de nouveaux défis, notamment extérieurs, mais il y a énormément d'inconnus. Peter Ludlow, qui est un des meilleurs connaisseurs du Conseil européen, qui a écrit je ne sais pas combien de livres et d'analyses sur les Conseils européens depuis 20 ans, disait que l'Union opère dans des zones inconnues, uncharted waters. Nous naviguons dans des mers inconnues. Et je pense que pour cette raison, nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet. Merci.